Salut à toutes et à tous, bienvenue au Festival Geek Life Le Mans, dans cet espace conférence en partenariat avec Radio Alpa. Nouveau rendez-vous pour parler ensemble de l'identité secrète des super-héros et peut-être un peu plus parce que je vais essayer d'emmener notre invité sur d'autres terrains. Je vous présente Chris qui va animer cette conférence. Bonjour, je crois que je connais presque tout le monde déjà, donc on est combien ? Tu es venu avec tes fans ? N'en faites pas trop, merci. On s'est dit que l'identité secrète était une part importante de l'univers super-héroïque. Chris, que c'est un peu une particularité, même si ça devient de plus en plus poreux, des comics. Et par rapport à la pop culture, c'est une des spécificités des comics. Et comme les comics, c'est un peu ton domaine de spécialité... Vite fait. Tu semblais le meilleur intervenant pour nous parler de tout ça. Et d'ailleurs, tu introduis très bien cette conférence, puisque tu vas voir pendant la conférence que ce n'est pas uniquement une spécificité des comics. Tu spoil la conférence dès qu'elle est... Tout à fait, je vous donne déjà les réponses. Eh bien, allons-y. Alors, l'identité secrète des super-héros. Ici, déjà pour commencer, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une identité secrète ? Levez la main. D'accord, donc visiblement vous n'avez pas tous compris le concept, donc on fait bien de traiter de ce sujet-là. Voilà. L'identité secrète des super-héros, c'est un gimmick qui est connu de tout le monde aujourd'hui avec les adaptations au cinéma, avec les séries télé et consorts. Merci. De tout temps, ça a été utilisé dans la BD américaine. Tout le monde connaît l'identité secrète de Superman, de Batman, de Spider-Man. On sait que ça donne lieu à de nombreuses et de multiples intrigues à rebondissements plus ou moins surprenants. Mais il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre d'où ça vient et pour comprendre un peu comment ça s'est immiscé dans la pop culture. Et on va revenir vraiment en arrière puisqu'on va remonter un petit peu à la mythologie pour commencer. Vous savez sûrement que c'est assez facile de faire des parallèles entre mythologie et super-héros. Voilà, c'est un truc assez classique. Et du coup, l'identité secrète dans la mythologie, c'est aussi un gimmick des dieux et des déesses de la mythologie. Alors on a Apollon, Artémis, etc. qui vont prendre des identités secrètes pour parfois échapper au danger ou pour, on va dire, parvenir à leur fin de façon plus générale. Mais le champion de toute catégorie, c'est Zeus, puisque Zeus, en général, se change soit en d'autres personnes, généralement pour tromper sa femme, ou en animal pour séduire de très jeunes filles avec qui il va ensuite s'accoupler. C'est un peu les youtubeurs de l'époque, pour vous donner une idée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, alors bien sûr dans la mythologie grecque, mais aussi dans à peu près toutes les mythologies du monde, cette idée de transformation. Mais c'est généralement pas dans le but de rendre la justice, c'est plutôt vraiment pour parvenir à ses fins, et souvent des fins qui sont un peu machiavéliques. Les dieux de la mythologie sont rarement bienveillants comme des super-héros en fait. Ensuite, on va faire un bond dans le temps de quelques années. On va arriver en 1844 avec le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Tu viens d'enjamber 6000 ans en comme ça. virgule. Mais c'est la magie des comics. Voilà. On passe une porte et bam, 6000 ans d'un coup. Le Comte de Monte Cristo, qui est l'un des premiers exemples dans la littérature de personnages qui adoptent une autre identité pour se venger. Ce qu'il faut bien comprendre en termes de contexte, c'est qu'on est à l'époque du roman feuilleton. Le roman feuilleton en 1844, c'est un petit peu comme Netflix aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de radio, on n'a pas de télé, on n'a pas d'internet. Les gens lisent les journaux, parce qu'il y a eu une campagne aussi d'éducation pour apprendre aux gens à lire et à écrire. Et du coup, les gens lisent beaucoup. Et dans les journaux, les romans feuilletons ont un succès assez extraordinaire, notamment le Comte de Monte Cristo, et les gens attendent ça vraiment comme le nouvel épisode de The Boys ou de Squid Game quoi. C'est une particularité française ou c'est... On va voir que c'est partout parce qu'aux États-Unis aussi ça se développe, notamment avec le Pulps qui arrive un petit peu après. C'est vraiment une époque où les gens lisent parce que en fait il y a pas de télé, on est là encore pas au cinéma non plus, donc les moyens de divertissement sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on peut vraiment voir ça comme le Netflix de l'époque, dans qu'il y a cet aspect sériel où effectivement, toutes les semaines, les gens ont un épisode de leur histoire et ils suivent, et ça vend vraiment à des milliers, des millions d'exemplaires même. Donc le Comte de Monte Cristo, pour revenir sur ce sujet-là, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte l'histoire d'Edmond Dantès qui, on va dire par des rageux, est dénoncé pour sa réussite sociale et professionnelle, et il se retrouve en prison. Voilà. Et Alexandre Dumas a vraiment écrit des rageux. C'est vraiment comme ça qu'il l'a écrit dans le livre. Il fait 14 ans de prison, il arrive à s'échapper, il se refait un peu, il trouve un trésor, etc. Et il décide de prendre une autre identité pour se venger. Voilà. Et ça, c'est vraiment
peut-être pas le centre absolu de l'histoire, mais c'est quand même une caractéristique très importante du personnage. Et c'est la première fois qu'on a un personnage comme ça qui change d'identité pour parvenir à ses fins. Et le Comte de Monte Cristo, justement dans cette tendance de littérature qui se développe énormément et qui passionne tout le monde, il va inspirer pas mal de personnages plus ou moins directement, notamment le Mouron Rouge. Le Mouron Rouge, qu'est-ce que c'est? Puisque là c'est beaucoup moins connu que le Comte de Monte Cristo chez nous. Donc The Scarlet Pimpernel, excusez mon anglicisme pas ouf, c'est un héros royaliste, voilà. Puisque souvent les héros sont plutôt montrés comme des Robins des Bois qui protègent les pauvres, et ben là pas du tout. Le Mouron Rouge, lui, il sauve les nobles français qui doivent se faire décapiter pendant la Terreur. Voilà. C'est donc un roman, enfin c'est même un personnage de la baronne Orczy, qui va connaître une longévité assez exceptionnelle puisqu'il va quand même vivre des aventures, va écrire ses aventures entre 1905 et 1936. Donc ça, une longévité qui est pas négligeable pour l'époque. Et il va même inspirer des spin-offs, des adaptations en séries, en films, etc. Alors c'est un peu moins connu chez nous, mais il va commencer à amener ses codes de l'identité secrète au sens super-héroïque, dans le sens où il va se masquer, et dans le sens où surtout il va signer, non pas ses crimes pour le coup, mais ses sauvetages. Il va signer ses sauvetages avec des courriers dans lesquels il va mettre un petit poinçon de fleur rouge, donc le mouron rouge, qui est une fleur. Je suis pas botaniste, mais apparemment le mouron rouge c'est une fleur. Et il va signer ses sauvetages comme ça avec des lettres cachetées. Et donc c'est en fait le début du symbole super-héroïque comme on peut l'avoir chez Superman avec ce fameux S sur la poitrine. C'est encore une fois une caractéristique qu'on va retrouver chez quasiment tous les super-héros ensuite. Le Mouron Rouge, il va inspirer un autre personnage à son tour. Vous voyez bien que tout ça, c'est un jeu d'inspiration où tout le monde s'inspire de tout le monde. Vive le copyright. Et il va inspirer Zorro. Et là, on est en 1919. Et Zorro, lui, il commence vraiment à ressembler à un super-héros comme on le connaît aujourd'hui. Alors, il n'a pas de super-pouvoir, mais il a un masque, il a un costume, il a une cape. Il a un peu toute la panoplie du super-héros avec le cheval, le sidekick. Alors, le sidekick, je suppose que Matt va me demander de préciser ce qu'est un sidekick. Qu'est-ce que c'est qu'un sidekick ? Vous voyez, Chris, j'avais anticipé. Donc le sidekick ou le faire valoir en bon français, c'est par exemple Robin pour Batman, c'est par exemple Bernardo pour Zorro. Exactement. Voilà, on est tout à fait dans ce cas-là. Merci Matt. Et donc en fait, il a tout cet attirail du super-héros, à l'exception que lui, c'est un hors-la-loi, parce que Zorro, lui, il se masque pas pour sauver des gens, il sauve des gens, mais c'est surtout pour se rebeller contre un pouvoir en place. C'est un héros qui va mettre le système un petit peu en branle, notamment parce que le système est défendu par des gens, on le voit dans la série télé avec le sergent Garcia, des gens qui sont pas toujours d'une efficacité exceptionnelle et qui ridiculisent un petit peu, et lui aussi va signer avec son fameux Z, n'est-ce pas, cette fameuse emblème qui est encore une fois une emblème quasi super héroïque. Et donc là on est dans le pulps avec Zorro. On va faire un point pulps si vous voulez. Que sont les pulps, Chris ? Que sont les pulps ? Alors là, on revient justement à la littérature populaire. On est au début du XXe siècle aux États-Unis. Et le pulps, en gros, c'est des nouvelles de science-fiction, fantastique, de pirates, de western, de tout ce que vous voulez, qui sont imprimées sur du papier bon marché, de la pulpe de papier, dont le nom pulps, et qui vont connaître vraiment un succès phénoménal, parce qu'encore une fois, on est avant les médias de masse type radio, télé, etc. Et on va dire sur toute la première moitié du XXe siècle, vont vraiment voir apparaître des tas de personnages, donc, notamment avec l'œuvre de H.P. Lovecraft, mais on a Conan de Robert E. Howard, on a des écrivains comme Isaac Asimov qui vont faire leur premier pas dans les pulps, et voilà, il y a vraiment énormément d'artistes et de personnages qui vont naître dans ce format-là. Et c'est les prémices de ce qu'on pourrait appeler la pop culture aujourd'hui, parce que c'est là qu'on voit arriver des premiers trucs de science-fiction un peu barrés, c'est là qu'on voit arriver les héros de la jungle, les genres de choses. On voit arriver Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, on voit du même auteur arriver John Carter qui est juste la base de l'isekai. Si vous lisez du manga, c'est un mec qui est téléporté sur une autre planète et qui vit des aventures avec des aliens à quatre bras. Voilà. Normal. Juste un truc sur Zorro, l'autre truc intéressant dans sa double identité, c'est sa transgression sociale. Dans la vraie vie, c'est un bourgeois établi, et quand il se masque, il va dans les bas-fonds pour lutter et essayer de défendre les pauvres et les opprimés contre un système dont il pourrait être le représentant. Dont un système dont il fait partie à la vie civile, exactement. Et on va voir que ça va revenir chez un autre personnage dont on va parler tout à l'heure, que vous connaissez peut-être, Batman. Pas très célèbre, et surtout ça amène aussi la question du fait que l'identité secrète c'est un truc de criminel. Normalement quand on n'a rien à cacher, on se masque pas, et sauf que voilà, Zorro porte un masque et il est un petit peu le cul entre deux chaises. Toujours dans les pulps, on va trouver le Shadow.
le Shadow qui est une création de Walter B. Gibson qui, sous le pseudonyme de Maxwell Grant, va écrire quand même pas loin de 300 romans sur son personnage. Alors Gibson, on va revenir sur le personnage de Gibson un peu après, mais le Shadow, en gros, c'est un justicier urbain qui va, en fonction des formats et en fonction des endroits où se déroulent ses aventures, avoir des caractéristiques un peu changeantes. C'est-à-dire que parfois c'est juste un espèce d'enquêteur un peu mentaliste, un peu plus malin que la moyenne. Des fois il va avoir des pouvoirs un peu psychologiques, etc. Je suis très kung-fu, moi ça me dérange pas. Et en fait il va évoluer dans un univers urbain un peu autour de la mafia, autour de trucs un peu mystiques et tout. C'est les années 30, hein, on est dans un mysticisme un peu oriental, tout ça, on aime bien ça. C'est plein de clichés évidemment et parfois un peu racistes d'ailleurs. Et donc Walter B. Gibson qui est derrière, c'est un personnage assez intéressant puisqu'il va s'intéresser lui dans sa vie privée beaucoup à la magie. Il va écrire notamment plusieurs livres sur Houdini, il va s'intéresser à l'hypnotisme, il va s'intéresser au hasard. Et il va travailler sur plusieurs machines à écrire à la fois quand il va travailler sur The Shadow. De un, pour parer aux problèmes techniques, parce qu'une machine à écrire, ça s'enraye. Désolé, je suis pas technicien de la machine à écrire. Et donc ça lui permet de bosser sur plusieurs bouquins à la fois, de ne jamais se retrouver en panne de machine à écrire. Donc c'est un personnage qui, à lui seul, est déjà assez original. Et The Shadow va connaître pas mal d'adaptations, notamment au show radiophonique. C'est la mode à l'époque, puisque là, on est à partir des années 30. Donc The Shadow est créé en 1930. À partir des années 30, on est avec un peu plus d'adaptations qui commencent à arriver à la radio ou au cinéma. Et The Shadow, comme Superman, va avoir droit à son show radiophonique dans lequel vont être développés pas mal de concepts autour du personnage. Par exemple, pour Superman, c'est le cas aussi. La kryptonite est inventée dans le show radiophonique. La première rencontre entre Batman et Superman a lieu dans le show radiophonique. Voilà, c'est vraiment un média à l'époque. Comme aujourd'hui, on inventerait des choses pour le cinéma, on l'invente pour le show radiophonique. C'est pas du tout de l'adaptation basique. Ça sert vraiment la création. Et ça vient très vite après la création des personnages. Le show radiophonique, c'est une création quasiment instantanée. Comme quand on a un manga qui sort et un animé qui arrive l'année d'après, on peut avoir aussi un show radiophonique dès l'année suivant la création d'un personnage. On est je crois que Superman, on est sur 1940, donc 2 ans après. Superman est créé en 1938. Et même pour les adaptations au cinéma, Shazam, donc Captain Marvel à l'époque, doit être adapté au cinéma 1 ou 2 ans après la première publication. Donc on est vraiment, quand on dit que c'est aujourd'hui la mode des adaptations au cinéma, en fait, déjà à l'époque, c'était quelque chose d'assez courant. On a encore un chaînon manquant avant d'arriver au super-héros, c'est le fantôme de Lee Falk. Le fantôme de Lee Falk est créé en 1936 et qui lui est vraiment pour le coup un proto-super-héros. Il n'a pas de super-pouvoir, mais il a tout l'attirail. Il a tout le reste, il a le costume un peu bariolé, le masque, l'identité secrète, le côté un peu légendaire derrière lui. Et dans son costume, contrairement à Zorro qui était une panoplie où il y avait une cape et tout, là c'est l'impression du juste au corps. Il a cette combinaison moulante de super-héros. Tout à fait, c'est le premier à porter vraiment ce costume moulant qui est qui est aujourd'hui quasi... alors maintenant ça évolue un peu, les personnages ont des armures et tout, mais des années 60 aux années 2000, tous les personnages étaient en collant, quoi. Dans les comics, c'était quand même un truc hyper marquant. Excusez-moi. L'histoire du fantôme, pour revenir un peu sur ses origines, en gros, un bateau s'échoue sur une plage d'un pays qui s'appelle le Bengala, qui est un pays fictif qu'on situerait plus ou moins en Afrique. Alors là encore, on est dans l'exotisme un peu africain des années 30, très fantasmé et pas vraiment réaliste. Le seul survivant est le fils du capitaine. Son père a été trahi, d'ailleurs, ce qui explique l'échouage du bateau. Il va jurer sur le crâne du meurtrier de son père, ce qui est un truc que tout le monde a déjà fait au moins une fois dans sa vie, de rendre la justice au Bengala. Et il va devenir le fantôme. Et donc ça se passe, alors je ne sais plus l'année exacte, mais on est dans les années 1700, 1600, un truc du genre. Et donc de génération en génération, tous ses descendants vont devenir à leur tour le fantôme. Alors le fantôme du Bengale, si vous aimez les versions françaises. Ce qui est d'ailleurs une erreur, puisque le Bengale est en Inde, si vous n'êtes pas bon en géographie, mais ça n'a rien à voir. Et du coup, ça va participer déjà à cette conception de la légende super-héroïque. Pourquoi ? Parce que du coup, aux yeux des locaux, aux yeux des gens qu'ils croisent, il est immortel. Puisque tous ses descendants enfilent le même costume et ont les mêmes symboles, etc., ils se disent le mec ne peut pas mourir. Et donc ils l'appellent l'ombre qui marche, c'est-à-dire vraiment c'est un immortel pour eux. Évidemment c'est pas le cas, mais on touche
à l'idée d'immortalité des super-héros, de personnages comme Superman, dont on le sait bien, s'ils meurent, reviennent la semaine suivante. Et donc c'est vraiment une mythologie que Lee Falk, qui était aussi le créateur de Mandrake d'ailleurs, va beaucoup développer, et tous ses successeurs vont développer, puisqu'ils vont du coup s'imaginer la vie de tous les fantômes intermédiaires entre l'original et celui dont on suivait les aventures au départ. Donc il y a 5 ou 6 siècles d'histoire à raconter, et forcément ça fait plus de BD à produire, ce qui fait que c'est d'ailleurs un des personnages qui a eu une des longévités les plus longues, je crois, de 1936. Il me semble que jusqu'en 2009 il y a eu un strip quotidien dans la presse, quoi. Donc ça a duré très longtemps. On va revenir enfin aux super-héros. Ah, quelle longue introduction. C'est vrai que c'était un peu long. Alors le gimmick de l'identité secrète, j'étais très con de choisir ce thème, j'arrive pas à dire identité secrète depuis tout à l'heure. Chez les super-héros, c'est un truc qui vient en 1938 avec Superman, évidemment. Dès le départ, Superman a une identité secrète, et comme Superman est un succès commercial énorme, comme on le disait, qui est adapté très rapidement à la radio, au cinéma, les produits dérivés, les jouets arrivent quasiment instantanément, alors que personne n'en voulait avant. Mais une fois que le succès a été lancé, forcément, ils ont rentabilisé plus qu'on ne le pense. Tous les autres personnages qui vont être créés après vont adopter la même recette, parce que si ça a marché une fois, il n'y a pas de raison que ça marche pas 2 fois, 3 fois, 10 fois, et donc tous les personnages se retrouvent dotés d'une identité secrète. Dans le cas de Superman, la supercherie est quand même pas folichonne, puisqu'il s'agit, pour cacher son vrai visage, de mettre des lunettes. Alors tout le monde trouve ça un peu ridicule, c'est un gimmick qui a été largement moqué, mais du coup il y a des théories, il y a des théoriciens de l'identité secrète de Superman. Alors il y a notamment une histoire selon laquelle la couleur, les lunettes de Superman changeraient légèrement la couleur de ses yeux, ce qui fait que les gens le reconnaîtraient moins. Mais il y a aussi et surtout un problème d'attitude chez Superman, qui est que lorsqu'il est en Clark Kent, en fait c'est plus le même homme, c'est plus un mec qui se tient droit, qui est extrêmement musclé, etc. Il s'habille un peu mal, il est voûté, il a aucun charisme, il se fait marcher dessus. Quand Lois Lane, quelqu'un lui parle mal, c'est elle qui se défend, et lui il se fait repousser comme une vieille merde, et ça dès les origines on le voit bien. C'est vraiment une histoire de masque social, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un personnage qui va se déguiser pour pas qu'on le reconnaisse. C'est juste qu'en fait il a une attitude qui n'est absolument pas la même quand il est Superman que quand il est Clark Kent, et ça Christopher Reeves l'a très bien joué dans le film de 1978 de Richard Donner. Il y a une scène qui est extraordinaire, dont je n'ai pas mis l'extrait parce que j'ai pas envie de finir en prison pour des problèmes de droit, où en fait il pense révéler sa véritable identité à Lois, et où il change vraiment. C'est-à-dire à l'instant T, revoyez ce film qui est extraordinaire, à l'instant T où il enlève ses lunettes, il se redresse et il devient Superman en costume de Clark Kent, et quand il remet ses lunettes, il se revoûte, et voilà, et il redevient le mec insignifiant qui n'intéresse personne. Alors effectivement dans la vraie vie c'est un peu moins vrai, les gens qui ont des lunettes testées ça ne marche pas. Le meilleur exemple, c'est He-Man des Maîtres de l'Univers, qui a pour stratagème, quand il veut cacher son identité secrète, de se mettre en slip. Voilà, c'est à dire que quand il est habillé dans la vie de tous les jours, c'est le prince Adam. Le prince Adam, voilà, on voit bien le prince Adam, tout le monde le reconnaît, tout le monde sait que c'est lui. Quand il se met en slip en He-Man, plus personne ne le reconnaît. Incroyable. Alors, je vous conseille d'essayer. Allez en slip demain matin au travail. Est-ce qu'on vous reconnaîtra, ouais. Tout le monde va vous reconnaître. C'est un échec. Voilà, j'ai essayé personnellement. Dès la sécurité du tram, on va te reconnaître, il paraît. Oui, apparemment, dès les transports en commun, ça pose problème. Les gens sont assez intolérants quand même. Bon, on va revenir à Batman, qui est un exemple assez parlant de tout ça, puisque c'est un peu le fils caché du comte de Monte Cristo et de Zorro, et de The Shadow aussi dans une certaine mesure. Il a tout cet attirail de super-héros, les gadgets, la Batcave, le sidekick, voilà, la totale, tout est là. Et il a une identité secrète, encore une fois, je ne sais vraiment pas dire identité secrète, c'est une catastrophe, je ne sais pas ce que j'ai, qui est vraiment une barrière entre sa vie sociale, sa vie publique et sa vie de super-héros. Parce que, comme Zorro, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, qui pourrait vivre sa vie tranquille avec ses petites rentes dans son manoir, et qui décide la nuit de se déguiser en chauve-souris pour aller courir après des gars dans la rue, ce qui encore une fois est quand même socialement assez épatant. Il y a un aspect symbolique évidemment chez Batman, comment il décide de devenir Batman, l'image qu'il renvoie au criminel, puisque son identité secrète est vraiment effrayante, elle est censée provoquer la peur chez les gens, puisque lui-même est pas trop fan de chauve-souris. Et tout ça, ça va participer à une mythologie qui fait que c'est assez bien montré dans les films, notamment, où
en fait, les gens pensent parfois que le Batman est une créature. C'est-à-dire, c'est pas vraiment. Quand il enfile son costume, c'est pas un mec costumé, c'est un monstre en fait. Les gens en ont peur et il y a aussi, comme chez Zorro, cet aspect un petit peu criminel. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui vont en être un peu méfiants. Il va pas se faire que des amis dans le milieu de Gotham parce qu'il y a quand même pas mal de mafieux, de choses comme ça. Donc voilà, il vient secouer un petit peu cet équilibre entre policiers corrompus, mafieux et mecs pas très clairs dans leurs affaires. Et du coup, tout ça va faire que le Bruce Wayne un petit peu du quotidien en fait est complètement en rupture avec ça parce que c'est un gars qui fait partie de la crème un petit peu de Gotham City, de la vie mondaine. Du Gotha, exactement. Du Gotha de Gotham. Et qui paradoxalement, alors qu'il a une identité secrète et qu'on ne devrait pas le reconnaître dans la vie de tous les jours, est l'un des personnages de comics les plus entourés. Il a 3 Robin, il a une Batgirl, il a Alfred. En fait, le mec a une identité secrète, mais tout le monde la connaît. Potentiellement, ça peut fuiter à tout moment. Et ça va devenir aussi... Dans les mythologies modernes, il a même des déclinaisons de Batman dans divers pays. Il a des équipes d'action qu'il a contrôlées. Aujourd'hui, il y a 30 personnes qui bossent. Il y a une multinationale Batman, ouais. Ah, c'est ça. Fait. Les membres de la Justice League connaissent... En même temps, c'est un capitaliste, il a monté des franchises, c'est plutôt intéressant pour lui. C'est vrai, c'est logique. C'est vrai que c'est aussi un homme d'affaires. Et du coup, tout ça va aussi faire une grosse faiblesse pour Batman. Parce que du coup, à chaque fois qu'on peut kidnapper un de ses sidekicks, qu'on peut mettre en danger Alfred, comme dans le dernier film The Batman d'ailleurs, et bien évidemment, lui, il doit protéger son identité secrète et il se dit que si les gens auxquels il tient ont été kidnappés, potentiellement il peut leur arriver malheur, mais ils peuvent aussi cracher le morceau parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça va être l'identité secrète, à la fois une force qui lui permet de se protéger du monde qui l'entoure et du monde dans lequel il évolue au jour le jour, mais une grosse faiblesse parce qu'évidemment ça met un petit peu sa situation en danger. On a beaucoup parlé de DC Comics avec Batman et Superman. Mais est-ce qu'il y a des super-héros masqués chez d'autres éditeurs de comics, par exemple Marvel ? Ah, vous faites bien de me relancer, Matt. Eh bien, justement, pour commencer avec Marvel, on va parler de super-héros Marvel qui n'ont pas de masque, pour la peine. C'est les 4 Fantastiques, c'est les premiers personnages Marvel, au sens où on l'entend, créés par Stanley et Jack Kirby en 1961. Et en fait, de façon assez originale, Stanley et Jack Kirby vont se dire on va pas leur donner d'identité secrète. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inspirent d'un autre groupe co-créé par Jack Kirby et Dave Wood, qui sont les Challengers de l'inconnu, et qui n'ont pas d'identité secrète, qui sont des aventuriers de l'étrange, qui vont affronter des monstres, des aliens, etc., un petit peu dans l'espace et tout ça. Et du coup, leurs 4 Fantastiques n'ont pas de masque, ils n'ont pas d'identité secrète. On connaît, alors ils ont des pseudos, Mr. Fantastic, Invisible Girl, La Chose, etc. Mais on connaît leur visage publiquement, on connaît leur vrai nom. Parce qu'il y a aussi une certaine forme de logique où à partir du moment où ils ont des pouvoirs, ils sont plus forts que le commun des mortels, après tout, est-ce qu'ils ont besoin de se cacher ? Il y a un deuxième aspect qui est plus intéressant chez les 4 Fantastiques, c'est qu'ils sont transformés suite à une expérience de Reed Richards. Et Reed Richards, donc le Mr. Fantastic, se sent un peu coupable parce qu'il a changé ses amis en monstres. Parce que, on va le voir dans quelques instants, les super-héros Marvel du Silver Age des années 60, c'est des monstres aussi, avant d'être des super-héros. C'est des gens qui sont transformés par la science. Et du coup, il se dit que, en leur permettant d'avoir une identité publique, il se dédouane un peu de tout ça, il leur permet d'avoir un petit peu de notoriété et que ça l'excuse en fait. Il se dit qu'un personnage comme Johnny Storm qui est un peu imbu de lui-même, certes il est un peu transformé en monstre à cause de lui, mais en même temps il peut faire, alors aujourd'hui des selfies, même à l'époque signer des autographes ou avoir un peu des groupies, il a toujours eu des groupies autour de lui, et du coup ça rend la transformation et la vie de tous les jours un peu moins difficile quand on peut en tirer un petit bénéfice. À côté de ça, évidemment, chez les 4 Fantastiques, il y a la chose, Ben Grimm, dont le cas est un peu particulier, puisque lui, sa transformation n'est pas rétroactive. Il ne peut pas, alors, elle le devient pour des besoins scénaristiques de temps en temps, parce qu'il faut bien relancer et vendre des comics tous les mois. Par le pouvoir de la facilité scénaristique. Évidemment. Mais, dans un premier temps, il est transformé en la chose, et il peut pas redevenir humain. Voilà, il est coincé dans ce corps monstrueux de pierre. Et quand je dis de pierre, c'est-à-dire de roche, pas d'une personne qui s'appelle comme ça. Et évidemment, c'est vraiment une très mauvaise blague. Et évidemment, lui, son cas est un peu différent, parce qu'un peu comme Hulk dans l'univers Marvel, c'est un monstre. Voilà, c'est une créature qui subit sa double identité. Il n'a pas choisi de devenir un super-héros, il n'a pas choisi comme Batman de mettre sa cagoule et d'aller courir dans les rues après des gens. Il s'est retrouvé comme ça. Et il a même plus d'identité du tout, puisque quand il devient un super-héros, les autres c'est Mr. Fantastic, c'est l'homme torche ou la femme invisible, ils ont des spécifiques. Lui c'est juste une chose, c'est la chose.
Tout à fait. Il est y a même pas indéfinissable. c'est même pas l'homme caillou ou quoi que ce soit, c'est un monstre. Voilà, c'est une créature. On le retrouve chez Hulk, et puis on le retrouve aussi chez d'autres personnages Marvel. Alors c'est un peu plus tard, mais on peut évoquer Moon Knight si vous avez vu l'incroyable série Disney+ avec des effets spéciaux extraordinaires. La série Moon Knight qui évidemment met en scène un personnage qui lui a plusieurs identités secrètes, mais qui les subit un peu aussi parce qu'elles sont plutôt pathologiques. C'est-à-dire que c'est des portes de sortie pour lui, mais il y a même des variantes où en fait il n'est même pas vraiment un super-héros, c'est du fantasme en fait. Et tout ça, c'est un truc que Marvel va beaucoup plus creuser que DC Comics parce que les héros de DC Comics sont un peu plus vieux, majoritairement ils datent du Golden Age, où on a une vision de l'identité secrète assez basique à base de on protège son identité dans la vie de tous les jours. Chez Marvel, il y a vraiment cette volonté de dire l'identité secrète, ok, c'est un gimmick, mais elle apporte plein de choses. Elle apporte des difficultés, elle apporte aussi des inconvénients majeurs. Un personnage qui est très marquant pour ça, c'est Spider-Man, parce qu'en fait, Spider-Man, c'est un des premiers super-héros adolescents, si ce n'est le premier en tout cas au niveau du Silver Age. Et en gros, lui, son identité secrète, elle lui sert surtout à protéger ses proches. C'est-à-dire que lui, en tant que personne, il n'a pas forcément beaucoup de choses à protéger parce qu'il n'a pas de thunes, il n'a pas de maison, il vit chez sa tante. Honnêtement, il n'a rien à perdre, ce gars-là, tu vois. Il aurait que de la notoriété à gagner. Sauf qu'il a une tante qui est malade, il a une copine qui est jeune, etc. Et certaines d'ailleurs vont en payer le prix. Et du coup, il a cette identité avant tout pour protéger les gens qui l'entourent. Et là, il y a une vraie métaphore aussi qui s'instaure là-dedans, alors volontaire ou non à l'époque, j'en sais rien, mais c'est la double vie des adolescents. C'est-à-dire quand t'es ado, il y a des trucs que tu caches à tes parents, il y a des trucs que tu veux pas que ta mère ou ton père sache. Ah, t'es bien peigné quand t'es avec ta vieille tante, et par contre tu voltiges entre les immeubles dès qu'elle a le dos tourné, quoi. Exactement, ça peut arriver. Et du coup, évidemment, il cache sa vie d'adolescent aussi derrière ce masque-là. C'est-à-dire que c'est une deuxième identité secrète un petit peu pour lui. On a évidemment le cas de Tante May qui est le plus parlant pour Spider-Man, puisque Tante May qui frôle la mort à peu près 350 000 fois quand son neveu voit son identité secrète révélée à des super vilains. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on va faire un petit aparté sur l'identité secrète parce que Spider-Man, par exemple, est traité un peu comme un criminel. Ça fait aussi partie de ces personnages qui sont un peu dans le flou. Jonah Jameson ne l'aime pas, la presse n'est pas vraiment avec lui. Et la presse et le monde de l'édition n'ont pas toujours non plus été du côté des super-héros, notamment en France, où l'identité secrète, on a décidé que c'était un truc de criminel. Et du coup, la commission de censure des publications destinées à la jeunesse va dire... Nous, les personnages masqués des BD américaines, ça nous plaît pas trop, il faudrait les démasquer. Et donc quand arrive l'édition française, on demande à des gens de redessiner les cases et d'enlever les masques. Voilà, donc Flash n'a plus de masque. Donc là, oui, pour les gens qui nous écoutent en podcast ou à la radio, on voit la version américaine d'une couverture avec le super-héros Flash. La version américaine, il court et il est masqué. La version française, c'est la même couverture, on a enlevé le masque, on lui a redessiné un visage. Exactement. Alors il y a aussi d'autres personnages qui vont être maquillés un peu comme ça. Superman va devenir François l'imbattable. Il va devenir, alors je sais plus, le surhomme Marc Costa. Voilà, ils vont lui changer de nom, comme ça ils vont repeindre un petit peu ses vêtements. Ils vont maquiller totalement les planches de BD pour en faire de la BD faussement super-héroïque avec un personnage très fort mais qui n'est pas un vrai super-héros parce que l'image du super-héros... à l'époque, dans les années 40, 50 et 50-60 plutôt, et encore assez mal vu. Il faut quand même attendre les années 90 pour qu'il n'y ait plus du tout de censure sur la BD américaine publiée en France, parce que jusque dans les années 90, Semic va s'auto-censurer surtout pour éviter d'être censuré, quoi. Du coup, c'est l'éditeur français des comics en France qui avait un studio d'artistes dans ses bureaux d'édition dans lequel des artistes devaient redessiner par-dessus les pages américaines les éléments qui passaient pas le cap de la censure en France. Ça sera d'ailleurs le thème de ma conférence l'année prochaine, ne la ratez pas. Eh oui. On va faire encore un petit bond dans le temps, on va arriver aux années 80, 90 et 2000 où là l'identité secrète va devenir vraiment un accessoire scénaristique parce qu'en fait on en a fait le tour, parce qu'on a eu effectivement les Batman, les Spider-Man et à peu près tous les personnages créés pendant le Silver Age. Puis on a eu 40 000 aventures des super-héros principaux où l'enjeu de la BD c'était il a été démasqué, comment est-ce qu'il va faire pour que le monde oublie qu'il a été démasqué et à chaque fois on trouve une pirouette, mais bon. Quand il faut publier 4 BD de Spider-Man tous les mois pendant 30 ans, on finit parfois par commencer à tourner en rond. Le gimmick est clairement usé et tout le monde le connaît et tout le monde finit par s'en moquer un petit peu. Alors j'ai choisi un petit triptyque avec V pour Vendetta, avec Watchmen et Civil War, on va revenir un petit peu au cas par cas. Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, donc en 1986, c'est quand même un gros pavé dans la mare des super-héros parce que là, on va jouer avec tous les codes. On va reprendre tous les codes des super-héros, mais on va les détourner, les transformer, un petit peu les triturer. Dans Watchmen, pour faire un pitch très rapide, j'ai oublié son nom. Le comédien ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le président américain.
Lui, Nixon. Nixon, voilà, merci. Je pouvais pas me souvenir de tout, désolé. Richard Nixon était élu pour la 3e fois. Et, heureusement qu'il est là. Richard Nixon est élu pour la 3e fois et pour faire face au communisme évidemment menaçant. Et les super-héros américains, ça commence à déplaire un peu au gouvernement et on leur dit écoutez les gars, prenez votre retraite et avant ça, révélez-nous votre véritable identité. Alors chaque personnage va le gérer un peu différemment. On a le personnage de Rorschach qui est très connu, qui va tomber dans l'illégalité. Alors qui est pas du tout un personnage modèle d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, qui est un personnage fasciste, raciste, absolument pas un exemple. Et à côté de ça, on a des personnages comme Adrian Veidt, Ozymandias, qui lui va se dire moi je vais en faire un argument commercial, j'ai révélé mon vrai visage, je vais vendre des jouets, je vais vendre des figurines, je vais vendre mon image. En fait, c'est un peu l'influenceur version super-héros dans les années 80. Hollis Mason, donc, qui est le premier hibou dans Watchmen, explique une chose qui finalement n'avait jamais été expliquée avant, en tout cas pas vraiment établie comme ça. C'est que les super-héros choisissent de se masquer, dans l'univers de Watchmen en tout cas, mais on peut le voir aussi comme ça plus largement, parce que les super-vilains se masquent, puisque comme on le disait, les criminels sont masqués. Et si les criminels cachent leur visage, et ça c'est réutilisé d'ailleurs dans la série Watchmen de Damon Lindelof, si les super-héros, si les super-vilains, si les criminels se cachent et se masquent, pourquoi les gens qui veulent faire le bien devraient s'afficher et du coup s'exposer et se mettre en danger? Il n'y a aucune raison. Et c'est pour ça que les super-héros décident de se masquer dans l'univers de Watchmen. Je parlais de Rorschach tout à l'heure, qui lui va clairement voir son masque et son identité secrète comme son deuxième visage en fait. Il va vraiment voir ça comme sa vraie personnalité et du coup l'identité secrète prend le pas sur qui il est vraiment et le rend d'ailleurs complètement cinglé. Oui, c'est ce qu'on voit là. Tu t'as affiché une case de BD, du coup, c'est ce qu'on voit. Il se fait arrêter par la police et donc il se fait démasquer parce que quand tu vas en garde à vue, en général, on t'enlève ton masque. Et lui, ce qu'il appelle à ce moment-là, c'est son visage en fait. Exactement. Dans le cas de Civil War chez Marvel, c'est un peu différent. Civil War chez Marvel, c'est en gros suite à un accident provoqué par des super-héros. L'État et le gouvernement décident de mettre un petit peu son nez là-dedans et de dire les super-héros, vous faites un peu trop ce que vous voulez, vous détruisez tout sur votre passage, vous vous en foutez un peu des conséquences, on va réguler tout ça. Une fois encore, vous allez nous révéler votre véritable identité, vous allez nous dire qui vous êtes. Oh non, ils disent on va vous former, vous aider à être meilleur, mais pour vous inscrire sur votre compte CPF, il faudrait qu'on puisse avoir votre nom s'il vous plaît. Le compte CPF des super-héros. Et c'est comme ça que Spider-Man, par exemple, va révéler, un peu à la manière d'Iron Man dans le film de 2008, son identité secrète à la presse devant les caméras. Il va révéler qui il est vraiment. Et évidemment, ça c'est un gros tournant chez Marvel, même si ça avait déjà été fait dans Watchmen 20 ans avant. Mais chez Marvel, c'est plutôt nouveau, parce que jusqu'à présent, le gimmick quand même de l'identité secrète est très lié aux Big Two que sont Marvel et DC, et ils y tiennent, même s'ils ont usé un peu la corde. Jusqu'à présent, ils étaient assez attachés à ça. Il y a d'ailleurs une case qui est très intéressante dans Civil War, avec une discussion entre le Faucon et Yellow Jacket, qui explique en gros que pour lui, porter un masque, c'est une tradition. C'est-à-dire que même si tout le monde sait qui vous êtes, il y a une tradition qui veut que les super-héros portent un masque. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a un côté un peu... voilà, c'est comme ça que ça se passe, et puis c'est pas autrement. On a toujours fait comme ça. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a des comics qui vont largement s'en moquer, comme Invincible, l'excellent Invincible de Robert Kirkman, qui en fait va griller le truc en 2-2. Le super-héros d'Invincible a une identité secrète que tout le monde découvre. Il porte son costume sous ses vêtements. Comme un vrai super-héros. Parce qu'il est toujours prêt à partir à l'action. Et du coup, c'est ce qu'on voit sur la case que tu as affichée. En fait, il se trahit simplement comme un ado normal, il a une copine. Simplement, comme un ado normal, ils ont chaud, donc ils doivent enlever leurs vêtements. Et pris par le feu de l'action, il oublie de penser qu'il a son juste au corps en dessous. Et donc, il se retrouve en tenue de super-héros au pieu avec sa copine. Voilà, il y a aussi une scène dans la BD où je me permets de vous spoiler un peu. Il est avec son meilleur pote, un danger survient. Il va donc se changer en super-héros, sauver tout le monde, etc. Il revient voir son meilleur pote en étant revenu à sa tenue civile. Et là, son meilleur pote le grille direct. Ah, mais tu m'avais pas dit que t'étais un super-héros. Parce que en fait, évidemment, il a disparu pile poil le temps de l'incident. Il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, même s'il porte un masque. Quelqu'un qui le collait ne peut que le griller. C'est assez évident. Et puis on a le cas de V pour Vendetta, d'Alan Moore et David Lloyd, qui est hyper intéressant parce que c'est très actuel, même si ça date maintenant d'il y a plus de 40 ans. Dans le sens où, dans V pour Vendetta, l'identité secrète, elle est collective. C'est-à-dire que si le personnage principal se masque, c'est avant tout pour propager des idées. C'est pas spécifiquement pour jouer les super-héros, c'est parce qu'il y a un vrai message derrière ça. Et c'est pas pour rien que Anonymous, j'allais dire les pirates, mais... Oui, le collectif d'activistes dans la vraie vie. Excellente expression.
a décidé de porter ce masque-là, c'est parce que le masque du personnage de V pour Vendetta, il porte une valeur collective. C'est l'idée des individus qui, pour échapper à un système qui les surveille, qui les contrôle, qui leur met la pression, qui ne veut pas leur laisser de liberté, je parle sous votre contrôle, vont en fait se masquer pour pouvoir contourner ce système-là, pour pouvoir reprendre ce qui leur a été pris finalement. Et on rejoint d'ailleurs le côté un peu Robin des Bois des premiers super-héros de Zorro, etc. On est en plein dedans. C'est vraiment intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui on est... Excusez-moi, je vais trop vite. Il y a juste j'ai plus tout à fait en tête V pour Vendetta, mais l'identité du premier porteur du masque est connue en plus. Elle est publique. Ou c'est le lecteur qui la connaît, je me souviens plus. Elle est pas publique au début. Okay. En tout cas, il y a quand même un fil aussi où on ne connaît pas son identité au départ. Ben voilà. Merci. Voilà. Mais en fait, elle n'a pas d'importance. Dans le public écouter la conférence. Par contre, ce qui rejoint surtout le truc, c'est qu'elle n'a pas d'importance en fait, puisque lui ne se masque pas pour protéger sa véritable identité, puisqu'on comprend, spoiler, que en fait sa vie à lui, sa vie privée n'existe pas. Il n'a pas de vie privée. Il n'est là que pour porter le message qu'il a envie de porter en fait. Oui, mais si tu l'arrêtes lui, si tu arrêtes son corps, en fait, le masque et l'idée peut trouver un nouveau porteur et continuer à se propager. Exactement. C'est vraiment le sens même du truc, c'est que les idées passent avant la personne qui les porte, quoi. C'est vraiment le fond du message pour moi. Alors, l'identité secrète, elle a donné naissance à pas mal de sagas, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, il y avait les sagas où le personnage voit son identité secrète révélée, évidemment, hein, donc Spider-Man, on découvre qu'il est Peter Parker, Tante May fait une crise cardiaque, et ainsi de suite. Mais il y a aussi les sagas où le personnage décide d'abandonner cette identité secrète. Ou par exemple Iron Man va décider de lâcher son armure pour la laisser à James Rhodes. On va avoir évidemment Spider-Man qui décide d'arrêter d'être Spider-Man tous les 3-4 jours à peu près. Et puis on a des personnages comme Captain America pour qui c'est plus intéressant. Parce qu'en gros, Captain America, comme on le disait, un peu comme V pour Vendetta, il y a des valeurs avec le costume de Captain America. C'est plus qu'une simple identité secrète comme Batman qui se cache dans sa cave. Et en gros, quand le gouvernement américain le déçoit, quand il en a un peu marre de la propagande qui va pas forcément dans le sens que lui voudrait en termes de liberté, en termes d'idées, et il va quitter son costume de Captain America, il va devenir nomade, il va partir sur la route. Donc nomade, c'est son vrai nom, N-O-M-A-D. Et il va changer d'identité secrète pour finalement propager ses valeurs à lui, plutôt que celles du costume avec lesquelles il est plus en accord avec celles du gouvernement américain. Donc ça donne naissance toujours à des petits rebondissements comme ça. Et puis évidemment, comme pour V pour Vendetta et Anonymous, il y a des répercussions dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a des gens ici qui ont levé la main, qui ont une identité secrète. Et des gens qui ont une identité secrète dans la vraie vie qui s'en sont servis, il y en a eu plein. Il y a évidemment les résistants en temps de guerre, où que ce soit, et à toutes les époques. Et puis il y a les artistes, évidemment. Les artistes, que ce soit pour des raisons de droit, pour des raisons de liberté, pour des raisons qui leur sont propres. Ils vont prendre une identité secrète, ils vont cacher leur visage, ils vont prendre un pseudo. Il y a des gens dont on sait toujours pas qui ils sont, comme Banksy par exemple. Enfin, voilà, même s'il y a des théories, mais en vrai on sait pas qui c'est. Et puis il y a tous vos influenceurs préférés là, voilà, vous faites la queue pour les voir. Ils ont tous un pseudo, ils ont tous des avatars, ils ont tous des trucs, voilà, on sait pas qui c'est. Des fois ça apporte d'ailleurs préjudice à d'autres personnes. Et voilà, donc en fait ça s'applique aussi dans la vraie vie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à flasher le code qui s'affiche sur votre écran. Qu'est-ce que c'est que ce code que tu as affiché? C'est un flash code. Et qui sert à quoi? Qu'est-ce qu'on trouve sur ce flash code? Eh bien, si vous suivez ce flash code, vous allez trouver tous mes réseaux sociaux et notamment mon Substack sur lequel j'écris sur les super-héros, notamment sur les comics et sur des trucs qui n'intéressent personne. C'est dingue. Il y a un truc sur lequel tu es passé un peu vite sur l'invention de l'identité secrète. Parce que ça m'intéressait pas. Notamment avec Superman, avec Batman et ce genre de choses. Il y a cette sorte de transgression sociale qu'on a illustrée avec Zorro. C'est aussi un moment où les gens sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas et donc ils ont besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est le moment de l'invention des grandes villes. C'est le moment où les gens qui avaient l'habitude d'habiter dans des villages et donc de vivre avec des familles étendues, tu vivais avec tes cousins. C'est le cas de Clark Kent. Bosser à la Clark Kent quitte la campagne où il n'a pas besoin d'identité secrète, avant l'invention de Superboy, mais qui est plutôt commercial qu'autre chose. Et une fois dans la grande ville, il lui faut une double identité. Et parce que les gens étaient là, ils avaient besoin d'habiter ils étaient dans un monde rural où tu bossais avec tes cousins, tu vivais avec tes cousins, tout ça. T'arrives dans une grande ville où il y a un nouveau travail et où du coup, on connaît pas ton historique.
Donc tu peux aussi te réinventer et tenter d'être une meilleure personne et qu'on te ramène pas encore une fois à l'histoire où quand t'avais 12 ans, t'es tombé dans une bouse de vache à la foire, tu te souviens? Et donc tu peux essayer de te réinventer, de devenir une meilleure personne. On avait aussi besoin d'avoir des super-héros qui pouvaient transgresser leur rôle social. Clark Kent qui est un paysan et qui devient un journaliste célèbre, ou Batman qui est un milliardaire et qui descend dans la rue. C'était important d'avoir des personnages qui pouvaient se réinventer une identité, parce que les gens avaient aussi besoin de s'inventer à ce moment-là une identité. Comme nous en tant qu'influenceurs. Comme aujourd'hui. Il y a toujours ce besoin d'inventer la personne qu'on veut montrer en fait. D'où le débat, est-ce que Batman est Bruce Wayne ou est-ce que Bruce Wayne est Batman? Est-ce que les influenceurs qui ont un pseudo sont la vraie personne de la vraie vie ou est-ce que le personnage qui joue c'est leur vraie personnalité? Tu vois, voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, de plus en plus. On a plein d'exemples, et du coup tu parlais des artistes et ce genre de choses. Potassez vos questions, je finis la mienne et c'est à vous juste après. On parlait des artistes qui ont pu prendre un pseudo, on a eu les animateurs radio dans la grande vague des années 90, ils sont tous... Default, c'est pas son vrai prénom, on peut c'est dingue, hein, incroyable. Les youtubeurs, les influenceurs, nous-mêmes, plein de gens que vous avez vus effectivement sur le salon, et puis des gens dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'avec la revendication de nouvelles identités de genre, par exemple, tu peux avoir un dead name et choisir d'abandonner ton nom de naissance, que ce soit parce que tu as changé de sexe ou simplement parce que tu as envie de transgresser ton identité. Il y a plein de gens autour de nous qui vont choisir par facilité d'être appelés par un autre prénom pour se débarrasser en fait de l'identité qu'on leur a collée. Répondez. C'est vrai. C'est pas forcément lié après au thème super-héroïque, puisque la démarche du super-héros reste quand même de se cacher, alors que là je pense que la démarche reste plutôt de s'assumer, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs que de se cacher. Mais oui, on peut faire des parallèles avec la vie de tous les jours. Tout le monde... Et du coup c'est intéressant parce que le super-héros il se cache pas en l'occurrence. Tu dis l'identité secrète elle permet de se cacher. Il cache sa vraie vie derrière son identité. Mais ça permet de s'assumer. Il est dans un costume voyant, bariolé, enfin tu le reconnais. S'il y a un Batman dans une foule... On n'est pas d'accord, ça va durer très longtemps. S'il y a un Batman dans une foule, tu le reconnais. Il est quand même, il s'est affirmé. Il y avait un Batman tout à l'heure dans la foule, je l'ai repéré tout de suite. Je l'ai vu direct. Est-ce que vous voulez participer à cette conférence? Est-ce que vous avez une question à poser à Chris? Ou alors on l'envoie manger des gaufres au stand de restauration? Petit gaufre à la saucisse, n'hésitez pas. Moi je vous ai posé une question par rapport au côté psychologique aussi des masques et de l'identité secrète. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de protection pour les super-héros de ce qu'ils pourraient faire, comme Batman qui est vraiment très violent dans ce qu'il fait par rapport à son côté la chose ou la bestiole, on va dire? Est-ce que ça ne permet pas de scinder leur esprit en deux pour pouvoir bien faire la différence mentalement entre les actions qu'ils peuvent faire en tant que super-héros et en tant qu'être normal humain de la Il y a forcément un aspect légal, puisque de toute façon, comme je disais, un personnage comme Zorro, Batman qui découle de Zorro, ou même Spider-Man, évidemment ils sont dans l'illégalité, puisqu'on le voit avec Watchmen ou Civil War. Les personnages ils sont dans l'illégalité, c'est-à-dire que vraiment le gouvernement leur dit les gars maintenant montrez vos visages, et eux ils sont pas d'accord. Et après il y a un aspect psychologique chez Batman parce que c'est Batman et que effectivement il y a, comme je le disais, le fameux débat où qu'est-ce qui est la vraie personnalité de Batman? On pense que le masque social c'est plutôt Bruce Wayne, c'est-à-dire que c'est un personnage public qui va partir dans les galas, dans les trucs un peu people. Et puis en fait, ça l'intéresse pas. C'est juste pour se protéger. C'est-à-dire que ce qui protège son activité de Batman, c'est son activité de Bruce Wayne le jour. Mais ce qu'il aime faire, c'est Batman, c'est pas être Bruce Wayne. Alors que Clark Kent, par exemple, il aime Lois Lane, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, etc. Et je pense qu'il se déguise en Superman, et d'ailleurs c'est pour ça que ses parents créent cette identité-là avec lui, avant tout pour protéger ses proches, pour qu'il puisse, une fois effectivement dans cette grande ville, passer inaperçu en tant que Clark Kent, petit mec un peu tassé avec ses lunettes que personne remarque en fait. Un peu à la Rorschach aussi dans Watchmen, c'est la même idée. Est-ce qu'on sépare Rorschach ou pas? Rorschach dans Watchmen, clairement, a une identité publique, réelle, d'individu, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Il a pas de vie, il a pas de vie privée, il a pas d'enfant, il a pas de famille. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller casser des genoux. Mais voilà quoi. Tout à fait. Le symbole qui est mouvant d'ailleurs. Ah oui, il suffit d'une question, tout le monde en a. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec tous pas les super-héros, mais les héros comme le Masque, qui change d'identité quand il met le masque. Mais il n'a pas conscience qu'il est vraiment le Masque, mais il change volontairement. C'est un peu quand même un héros qui...
je mets le masque, je deviens quelqu'un d'autre et est-ce qu'il y en a beaucoup dans ce monde-là? The Mask, c'est super intéressant parce qu'en plus, les porteurs du masque changent. C'est-à-dire que quand ils mettent le masque, ils deviennent quelqu'un d'autre, ça va révéler leur pire travers, on va dire, ça va exacerber leurs défauts. Mais en plus, le masque, il va, alors par rapport au film, dans la BD, il va énormément circuler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un porteur, comme dans le film, tu vas avoir, je sais pas combien de dizaines de mini-séries avec des porteurs différents. Ça peut être des prostituées, des policiers, des comptables, des animaux, c'est vrai, des bébés. Et du coup, tous ces personnages-là, évidemment, sont différents déjà à la base dans la vie. Et donc le masque, c'est un petit peu, c'est le côté où voilà, ils ont plus de limites, puisque le masque fait d'eux les pires personnes qui peuvent être en fait. Donc oui, il y a cet aspect-là aussi, mais du coup, il n'y a pas vraiment l'aspect. Il y a l'aspect d'identité secrète pour les autres personnes, mais eux n'enfilent pas forcément le masque pour cacher leur identité. Ils vont enfiler le masque parce qu'il y a cette pulsion libératrice, en fait, où ils vont se dire une fois que j'ai le masque, je fais ce que je veux. Alors, ça peut rejoindre le côté où Batman, effectivement, utilise Batman pour faire des choses qu'il ferait peut-être pas en tant que Bruce Wayne, quoique ça dépend. Mais oui, il y a la pulsion, par contre, de se masquer pour faire des choses qu'on ferait pas une fois démasqué. Ouais. Il y a autre chose hyper intéressant avec le masque, du coup, avec The Mask, et c'est pour ça que ta question est excellente. C'est la façon dont ça va permettre de pousser les curseurs jusqu'au bout, et effectivement il se permet des choses qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie, et c'est exactement comme ce qu'on va faire quand par exemple on est influenceur ou prenons des youtubeurs qui font des pranks ou qui font des trucs comme ça, tu le fais sous pseudo et c'est beaucoup plus facile d'être irrévérencieux, désagréable, ce genre de choses quand tu es sous pseudo et quand tu dis je suis mon personnage, que quand tu le fais sous ton identité principale. Et du coup voilà, les dérives du porteur du masque dans The Mask et son côté jusqu'au boutiste, c'est aussi la dérive de quelqu'un qui de l'anonymat dans la vraie vie. C'est les dérives de l'anonymat IRL, ça existe aussi évidemment. Il y avait une question juste là. Non. Ouais, la question c'était par rapport aux différences entre les films et les comics. Dans les films, chez Marvel et chez DC, le rapport à l'identité secrète est très différent. Dans les films Marvel, en fait, ils ont finalement très peu d'identité secrète. Alors que dans les films DC, ils la gardent pour beaucoup. J'étais curieux de savoir, est-ce que dans les comics, c'est aussi flagrant, la différence ? C'est ce que je disais, je pense que chez DC, c'est beaucoup de personnages du Golden Age et qu'ils ont vraiment cette recette classique de personnages de Golden Age à base de identité secrète, costumes bariolés, collants, etc. On est vraiment là-dedans. Chez Marvel, comme ils sont créés un peu plus tard, notamment avec le cas des 4 Fantastiques qui n'ont pas d'identité secrète, ça va être un peu moins ancré chez certains. Et par exemple chez Hulk, il n'y a pas ce cas-là. Hulk, tout le monde sait que c'est Bruce Banner qui se transforme, qu'il est incontrôlable, que justement il faut le chercher et l'attraper avant qu'il fasse encore des dégâts. Et du coup, je pense que peut-être que là dans les adaptations ciné, oui, ça c'est encore plus exacerbé parce qu'il y a une version, il n'y a pas plusieurs auteurs qui passent dessus, enfin voilà. Mais je sais pas, ouais. Il y a quand même des personnages pour qui c'est resté ancré très longtemps, genre Spider-Man, c'est quand même resté ancré très longtemps, l'identité secrète de Spider-Man, fallait vraiment la protéger à tout prix pour sa famille, pour ses proches et tout. Après, il y a d'autres persos, oui, chez Marvel, il y a plus de personnages qu'on n'ont pas besoin ou pour qui elle est connue en fait. Est-ce que dans cette représentation de personnages, les héros Marvel, c'est plutôt des héros qui ont été transformés par la science et ça peut être des gens du quotidien? Alors que les héros DC Comics, ils ont un côté beaucoup plus déique, beaucoup plus monolithique. C'est des messies. Et du coup, tu peux pas toucher à l'image du personnage, tu peux pas la modifier. Alors que le personnage du quotidien qui a été transformé par la science, votre quotidien n'est pas le même que celui des gens des années 60. Et donc, il s'adapte aussi à l'époque. Et donc, tu peux plus facilement jouer avec le rapport du personnage avec son identité secrète. Et l'autre chose qui est très, très pragmatique et presque un peu bête, puisque tu disais, dans les films, ils ont plutôt tendance à révéler plus facilement leur identité. Ça permet aussi simplement de ce comédien que tu as payé X millions de dollars, de le montrer dans ton film. C'est vrai. Et c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir une star et de pouvoir la montrer plutôt que de te payer. Quand Ben Affleck commence à jouer Batman, on veut voir Ben Affleck jouer Batman et donc être dans le costume et être en intégralité. Mais sur plein de personnages, tu t'es attaché à un acteur, t'as envie de voir Chris Evans, il est beau gosse, t'as envie qu'il porte pas sa cagoule de Captain America pendant tout le film et qu'on puisse à un moment profiter de sa plastique dans les films de la série. Chercher la dernière fois où sur une affiche de film Marvel, les héros portaient un masque, c'est le syndrome Judge Dredd. J'adore Star Trek. C'est le syndrome Judge Dredd avec Stallone, où Stallone garde son casque 4 secondes parce que c'est Stallone et qu'il y a un moment t'as payé pour voir Stallone. Voilà, c'est ça en fait.
je vais rebondir vite fait là-dessus, c'est pour ça que The Batman est très cool. C'est que Robert Pattinson, finalement, on le voit très peu en tant que Bruce Wayne, en tant que Robert Pattinson. Donc du coup, moi je voulais revenir vite fait sur la schizophrénie des super-héros et son traitement moderne. Est-ce qu'avec des personnages comme le Homelander dans The Boys, avec Icaris dans le film Eternals, ou même le père, un peu d'une certaine façon, le père d'Invincible dont j'ai oublié le nom, est-ce qu'on n'est pas justement dans un nouveau traitement de l'identité secrète ? Oui, voilà, c'est tout. C'est tout ? Non. Bah, évidemment, parce que c'est un peu comme tu cites Invincible et c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le gimmick, on l'a tellement vu et revu que clairement, en fait, ça marche plus. Ça marche plus, et parce qu'aussi on sait, comme pour He-Man dans Les Maîtres de l'Univers, que en fait ça marche pas. Si un mec arrive juste avec, tu portes un masque, et je te reconnais. Oui, bien sûr, mais je veux dire, quand je croise un gars qui fait un cosplay de Batman, je le reconnais. Tu vois, je sais qui c'est. Alors il y a toujours une exception, mais on sait que dans la vraie vie ça fonctionne pas vraiment. Et à la limite, dans la vraie vie, la technique de Clark Kent est peut-être la meilleure, parce que c'est une question d'attitude, c'est une question d'image que tu renvoies plus que de déguisement réellement. Et le déguisement est un peu inverse chez Clark Kent du coup, parce que, effectivement, mais j'ai pas répondu à ta question en fait. Merci. Il a Merci l'air d'en avoir posé content quand même. Merci d'avoir attendu une réponse qui n'est pas venue. Écoute, je propose, on va se quitter là-dessus, si vous le voulez bien. Bah c'est bien, non ? D'accord. Merci d'avoir suivi nos échanges ici en direct dans l'espace conférence de Geek Life Radio Alpa ou en podcast. Toutes les conférences qu'on a fait ici à Geek Life, vous les retrouvez en podcast en tapant Geek Life Festival et podcast dans un moteur de recherche. Vous allez voir, c'est formidable. Sur votre plateforme préférée, nous serons là. Merci, désolé.